La Marne, la bataille de la Marne. Nous sommes en 1914, les soldats sont épuisés. Oui, et ceux qui sont vivants sont épuisés, car il y a énormément de morts. Il y a déjà, si vous voulez, 150 000 morts dans les batailles des frontières. Les Français se sont fait écraser à Charleroi, en Belgique. Et depuis Charleroi, ils descendent en se retournant pour combattre, c'est-à-dire qu'ils repoussent les Allemands, par exemple, à la bataille de Guise. Et puis, ils doivent reculer de nouveau au-delà de la Marne. Quand on dit la bataille de la Marne, ça faisait rigoler Joffre, le général français. C'est derrière la Marne qu'il y a la bataille. C'est à l'ouest sur l'Ourcq et c'est au-dessous sur le Grand et le Petit Morin, qui sont des petites rivières affluentes de la Marne, où on s'est battu vraiment. Et dans les marais de Saint-Gon, sur la droite. Donc c'est pas sur la Marne du tout. C'est parallèlement à la Marne. Oui, c'est parallèlement à la Marne, ou en travers de la Marne que sur la bataille de l'Ourcq, mais jamais sur la Marne. Ce qu'il faut dire, c'est que cette bataille dure 3 jours seulement. C'est une bataille courte. Ça commence vraiment le 6 septembre 1914 à l'aube. Ça se termine le 9 au soir, le 9 septembre. Quand le 10, les Français regardent par-dessus la tranchée qu'ils ont creusée hâtivement pour voir où en sont les Allemands, il n'y a plus d'Allemands. Les Allemands sont retirés. C'est ça, le miracle, ce qu'on a appelé le miracle de la Marne. Parce que si vous comparez à Verdun, Verdun, c'est un champ de bataille de 20 km². Si vous creusez le sol à Verdun, vous tombez encore sur des cadavres, sur des armes, sur des mulets morts. Encore l'autre jour, je voyais ça, un entrepreneur qui traçait une route, il trouvait un charnier. Sur la Marne, c'est 200 km. Ça commence à l'Ourcq, la petite rivière l'Ourcq, qui est à l'ouest, et ça se termine au-delà de Verdun. C'est une immense bataille. Oui, c'est une immense bataille qui engage plusieurs armées. Toutes les armées disponibles côté français, sauf celles de Lorraine et d'Alsace. Qu'est-ce qui fait que les soldats, les Français sont en train de se retirer? Qu'est-ce qui fait que le général Joffre décide une contre-offensive? Oui, ça c'était prévu. Joffre avait prévu une contre-offensive en ramenant, et ça c'est le génie de Joffre, parce que il savait commander les trains. Bon. Et il amène 100 000 hommes par train, de Lorraine où il ne servait plus à rien, jusqu'à l'ouest de l'Ourcq. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est l'armée Monnery, la fameuse 6e armée. Elle est massée là, et elle est prête à tomber dans le flanc des Allemands qui, eux, avec leur plan d'invasion de la France, voulaient encercler toutes les armées françaises dans un grand mouvement d'arc de cercle. Vous voyez? Et donc, l'idée de Joffre, c'était de les piquer sur le flanc pour arrêter le mouvement tournant. C'était ça l'idée. Donc il s'y préparait depuis longtemps. Ce n'est pas une surprise pour lui. Il avait préparé son coup. Il avait massé 100 000 hommes au-delà de l'Ourcq, derrière l'Ourcq. Et à ce moment-là, les Allemands étaient surpris, c'est vrai, parce qu'ils ne s'attendaient pas à une contre-attaque. Ils pensaient que cette petite armée à l'ouest de l'Ourcq était négligeable. Or, elle ne l'était pas. Au point qu'ils ont dû complètement modifier leur stratégie. Ça a été une série complète de hasards et c'est devenu la confusion totale. Et quand il y a eu, non pas une, mais 2 batailles, l'une autour de l'Ourcq, l'autre dans les marais de Saint-Gon, au milieu, il y avait comme une trouée ouverte entre les armées allemandes, les Anglais qui n'avaient rien fait jusque-là, et la 5e armée française très fatiguée, qui était commandée par Franchet-Després à l'époque, se sont avancés. Et à leur grande surprise, ils n'ont rien trouvé devant eux. Alors ils ont continué d'avancer. Effroi à l'état-major allemand, qui était loin derrière, à Luxembourg, qui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Les Anglais avancent, on a tout vu. Les Anglais reculent d'habitude. Voilà qu'ils avancent. Qu'est-ce qui se passe ?» Et les Anglais avançaient, les Français avançaient. Alors, les Allemands décidaient un repli 100 km en arrière sur l'Aisne. C'est considérable ce repli, car nous, avec notre culture d'invasion, c'est la 3e fois qu'on est envahi. Pensez aux civils, pensez aux gens de l'Exode. Il y a un exode en 14. Pensez aux familles sur les routes. Ça s'est passé en 1814, ça s'est passé en 1870. Et voilà que ça recommence. Et vous savez que l'armée allemande, en 1914, a les mêmes instructions qu'en 1814. C'est les instructions prussiennes, c'est-à-dire on entre dans un village, on prend les otages. S'il y a le moins d'incidents, on les fusille. On rentre dans une ville, on demande une indemnité de guerre. Si elle n'est pas livrée, on prend les otages, on les fusille. C'est des instructions barbares qui ont un siècle de retard pour un pays très évolué à l'époque. L'Allemagne est au même niveau que les États-Unis, mais elle a gardé son règlement militaire totalement anachronique qui va la faire haïr par les Belges et par les Français, naturellement.